Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à l'intelligence artificielle dans le retail. Nous avons préparé une petite étude de cas sur l'analyse des tickets de caisse qui s'appelle « Il était une fois un ticket de caisse ». Je m'appelle Rupert, je suis un des cofondateurs de Vertigo et directeur des produits de Vertigo. Ce webinaire se déroulera en à peu près 25 minutes. Donc on a une petite introduction qu'on vient de lancer. Ensuite, la présentation de l'étude de cas en quatre parties. Et pour finir, une petite séance de questions-réponses. Voilà, à 11h55 et nous aurons terminé à midi. Nous vous présentons aujourd'hui un cas qui a été réalisé pour une enseigne de la grande distribution, donc une chaîne de hypermarchés qui est composée de 60 points de vente qui ont été concernés par ce cas. Nous avons pris environ 2 millions de tickets de caisse chez ce client qui concernait 250 000 clients différents que nous avons récupérés à travers le CRM. Au total, on s'est retrouvé avec un nombre de données qui avoisinaient les 27 millions de lignes et les 240 000 articles différents. Le but de cette étude de cas était de refaire totalement la manière dont le client ciblait ses propres clients, donc les consommateurs dans le magasin, à travers les campagnes en temps réel, les promotions, le couponing, mais aussi les campagnes promotionnelles que le client transmet à ses clients au fil de l'eau. L'étude de cas se déroulait en 4 parties. La première partie était la composition de la création de paniers. Nous avons créé à partir d'étiquettes caisse des paniers différents. La deuxième partie était la classification d'étiquettes caisse dans les paniers type en temps réel. La troisième partie était la segmentation des clients en fonction de leur comportement d'achat afin de compléter la segmentation démographique qui existait déjà. Et la quatrième partie était dédiée à la refonte de l'assortiment en magasin grâce à la compréhension du comportement d'achat. Donc commençons par la création des paniers. Donc le but était de utiliser les informations qu'on obtient à travers l'étiquette de caisse pour définir des paniers types et donc comprendre les motivations qui font qu'un client va se rendre dans un magasin. L'approche que nous avons utilisée pour ce faire, c'est la création d'un modèle prédictif qui était capable d'identifier à partir d'une série de tickets de caisse les différents paniers types qui existent. Il y avait 2 challenges dans ce cas. Le premier challenge était la grande quantité de données face à laquelle on s'est retrouvé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait plusieurs dizaines de millions de lignes de tickets de caisse et un grand nombre de colonnes également. Donc, le deuxième challenge auquel on a dû faire face était le fait que les paniers, a priori, étaient inconnus. Donc, nous ne savions pas ce que nous allions trouver en analysant les tickets de caisse. Pour vous donner un ordre d'idée sur la quantité de données à laquelle on a dû faire face, on était en face de 1,8 million de tickets de caisse, 48 000 critères que nous avons pu tirer des tickets de caisse, ce qui donne environ 86,4 milliards d'informations que nos algorithmes ont dû traiter. Donc, on comprend très bien assez rapidement que ce genre de modèle ne peut pas être fait sans des logiciels qui sont adaptés à ce genre d'exercice. Nous nous sommes posés pour créer les différents critères dont nous venons de parler. Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui caractérise un ticket de caisse?
Alors, un ticket de caisse, c'est un contenu. Donc, il y a des familles d'articles, il y a des fournisseurs. On sait si le client a acheté la marque distributeur ou pas. Il y a des quantités. Donc, on sait combien d'articles le client a acheté, combien d'articles le client a retourné, combien d'articles différents le client a acheté. Un ticket de caisse qui contient également une date et une heure. Donc, on peut en déduire évidemment le jour de la semaine, qui est très important, le mois de l'année, les périodes de l'année. Est-ce qu'on se retrouve en solde? Est-ce qu'on est proche de Noël? Est-ce qu'on est à la rentrée? Et on peut également savoir si on est en phase d'une campagne de promotion. Et enfin, il y a un quatrième groupe de critères qui concerne les montants. Donc les montants dépensés ou les montants récupérés en cas de retour de marchandises et les prix unitaires des articles qui ont été achetés. Nous avons fait tourner différents algorithmes que nous avons benchmarkés, nous avons comparés. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vais passer cette partie technique qui concerne les algorithmes. Je vous présente directement ici le résultat, qui sont les 30 paniers que nous avons identifiés et donc dans lesquels on a pu classer nos 2 millions de tickets de caisse. Pour chaque panier, du coup, vous voyez ici le nombre de clients qui ont acheté ce panier, le nombre de tickets dans la colonne ici, le nombre de tickets qui appartiennent à ce panier. Nous avons le montant moyen du panier qui est dans la dernière colonne, donc c'est le panier moyen en gros, et le nombre d'articles concernés, etc. Donc nous avons beaucoup d'informations sur les caractéristiques de chaque panier. Pour vous donner un exemple, une idée plus concrète à quoi ressemble un panier, donc nous avons ici, je vous donne plusieurs exemples. Nous avons un panier 4 qui sont les congelés et produits frais. Donc on voit que le client, il est venu dans le magasin pour acheter entre 6 et 7 produits ultra frais, des fromages, de la charcuterie et d'autres produits. Ici, nous avons le panier 3 qui est le panier d'un client qui est venu avec la motivation principale de se rendre au rayon charcuterie, traiteur, fromage. Nous avons des paniers, donc un client qui achète des légumes et des fruits et d'autres produits en quantité plus réduite. Ensuite, un autre panier fruits et légumes. Là, on voit que c'est clairement un client qui vient uniquement pour les légumes et les fruits. Il n'achète pas d'autres produits. On a un panier qui est dédié à la confiserie et à la pâtisserie, donc un client qui achète avant tout la confiserie, des biscuits. Un client qui vient pour acheter plus de 16, des clients qui viennent pour acheter des produits pour animaux, donc plus de 16 produits pour animaux et d'autres articles. Donc on voit clairement les motivations d'achat, la cosmétique et la maison, le panier boisson sans alcool, voilà, le panier juste le pain. Et à chaque fois, vous voyez que ces paniers sont achetés par plusieurs milliers, qui concernent plusieurs milliers de tickets de caisse. Donc voilà pour la première partie. La deuxième partie était comment utiliser cette connaissance sur les paniers en classifiant en temps réel le comportement du client au moment où il passe dans le magasin. Donc le but était de qualifier le comportement d'achat lors de son passage en caisse et même éventuellement avant son passage en caisse, quand on n'a pas encore les informations sur son achat. On va revenir. L'approche Vertigo était la mise en place d'un flux en temps réel qui renvoie au système de caisse l'appartenance d'un ticket à un panier. Donc on récupère les données à partir du ticket de caisse. Nos algorithmes qui sont installés dans le cloud classifient, ce ticket de caisse, classifie ce ticket de caisse dans un panier et on renvoie les informations d'appartenance au système de caisse qui ensuite est capable de mettre en place un couponing non adapté comme aujourd'hui dans la plupart des magasins à l'achat, aux articles achetés par le client, mais au panier
au panier auquel appartient ce ticket de caisse, et on devient par ce biais capable de émettre des coupons et des promotions pour des articles que le client n'a pas acheté mais aurait pu acheter. Donc ça change complètement la manière dont on gère nos promotions. Donc on voit ici le flux qui a été mis en place. Nous avons donc les caisses qui envoient chaque fois qu'il y a un ticket de caisse qui est mis au serveur de prédiction. Les données sont évidemment stockées quelque part. On émet en live les promotions à partir des données que le serveur répond, et on émet du couponing en caisse et on transmet pour les clients qui sont équipés de l'application smartphone les coupons directement sur le mobile du client, ce qui lui permet à sa prochaine visite de bénéficier des coupons qui sont adaptés à son comportement d'achat. Donc le client ne va pas avoir des coupons pour des produits qu'il a déjà achetés, mais pour des produits qui pourraient l'intéresser, ce qui va faire qu'il va avoir plus de chances de revenir plus tôt que dans un autre cas de figure. Un exemple de ticket qu'on voit ici, donc il y a différents produits qu'on a achetés. Ce ticket, donc ça c'est un ticket de caisse avec les identifiants d'articles, les familles et les sous-familles que le client a acheté. Et on voit ici que ce panier a été, ce ticket de caisse a été attribué au panier numéro 2, confiserie et pâtisserie. Voilà pour la partie 2. La partie 3 est l'étude du comportement client. Donc, notre client a déjà eu une segmentation, comme beaucoup d'enseignes, une segmentation démographique qu'il utilisait pour cibler les clients à travers ses campagnes promotionnelles. Nous avons donc essayé de mettre en place, de compléter cette segmentation démographique avec une segmentation de comportement d'achat. Donc, intégrer les différentes motivations d'achat dans le ciblage des clients. L'approche que nous avons utilisée pour ce faire était de regrouper les clients en fonction de leur comportement d'achat dans des nouveaux segments. Donc, on est parti de la liste des paniers d'acheter par chaque client. Donc, vous voyez dans ce tableau, dans les différentes lignes, les clients. Donc là, ça s'arrête à 9, mais évidemment, ça va jusque 250 000. Donc, on a étudié le comportement de 250 000 clients. Et on a regardé sur les 3 derniers mois, quels sont les paniers que ces clients ont achetés. Donc, ici, on a les 30 paniers que nous avons créés dans la phase numéro 1. Donc, on voit que le client 0, donc on les a anonymisés ici, il a acheté une fois le panier 12, une fois le panier 15, une fois le panier 16, etc. Donc, ce client numéro 9, il a acheté 7 fois le panier numéro 3. Donc, à partir de ça, nous avons refait un travail, ce qu'on appelle de clustering dans le machine learning, qui est donc de regroupement des clients dans des segments, en fonction du nombre total de paniers achetés, en fonction du nombre de paniers différents que les clients ont achetés, qui est une information importante, et en fonction des dépenses moyennes par panier. Et nous avons donc obtenu 10 segments. C'était un choix d'en créer 10, on aurait pu en créer 15 ou 20. Nous avons créé 10 segments de clients pour lesquels on retrouve une dépense moyenne, un nombre de visites moyen par mois, un nombre de clients concernés et une dépense moyenne par visite. Donc on voit qu'on a des groupes vraiment très différents, et on voit tout de suite l'utilité que ça peut avoir dans une logique de marketing, notamment en connaissant la dépense par visite, parce qu'on devient capable de cibler des clients qui rapportent plus, enfin même 2 fois plus que d'autres groupes de clients à chaque fois qu'ils se rendent dans un magasin. Donc on peut placer les différents segments de clients sur différents graphiques. Donc ici on a 3 graphiques. Il y a le premier graphique qui place les clients en fonction de leurs dépenses mensuelles et le nombre de clients. Donc on voit ici que le point rose,
c'est un segment qui contient beaucoup de clients, mais qui a une dépense mensuelle relativement faible. Et on voit ce même point sur le 3 graphique. Et on voit que tout à droite, ici, on a un groupe d'un segment de clients, donc c'est le segment numéro 5, qui concerne pas beaucoup de clients, environ entre 5 et 10 000, mais qui par mois dépensent 600 euros dans les magasins. Donc si on retrouve ce point ici, et si on a les visites mensuelles, on voit que ce segment de clients se rend entre 4 et 5 fois par mois dans les différents magasins. Et à chaque visite, ce groupe il va dépenser 140 euros environ. Alors que ici, par exemple, on a le point vert. Donc, c'est des clients qui viennent très fréquemment, plus de 8 fois par mois. Mais à chaque fois, les dépenses vont être relativement faibles, autour de 50 euros. Et évidemment, à partir de ce segment de clients, on est capable de savoir ce que achètent ces clients. Donc, ils n'ont pas seulement une fréquence et un panier moyen, mais on a aussi une compréhension très précise de leur comportement d'achat grâce à cette nouvelle segmentation. Donc, on voit ici, par exemple, le segment 0 qui achète beaucoup le panier petite course. En deuxième, le panier juste le pain, les produits frais, la parfumerie et l'entretien. Donc voilà, le segment numéro 5, c'était le segment de clients qui venaient 4 fois par mois et qui dépensent beaucoup par visite, donc 137 euros. Donc là, on voit qu'ils font souvent les emplettes et les petites courses également, et des grandes emplettes avec presque une fois sur la période étudiée. Voilà, donc ça c'est les clients qui viennent très fréquemment, donc eux, ils font surtout ils achètent surtout le panier petite course. Si, pour finir, on obtient une liste de la totalité des clients segmentés. Donc pour chacun des 10 segments, de 0 à 9, on a les identifiants et donc les noms, les emails, les numéros de téléphone des clients, et on peut mener des campagnes marketing extrêmement ciblées et beaucoup moins intrusives pour les clients. Et on a augmenté à travers ça l'efficacité des campagnes marketing. La partie 4 concerne la sélection de l'assortiment. Donc, comme on a dit au début, on est ici sur un client qui a des hypermarchés, mais qui a aussi d'autres formats de magasins, notamment des drives, des magasins en ville. Ce sont des formats de magasins plus petits, dans lesquels on ne peut pas mettre le même nombre de références qu'on peut avoir dans un hypermarché. Donc sur un drive, par exemple, on va être limité à 4000 références, et le client a observé que dans le même drive, dans différents drives avec le même chiffre d'affaires mais des assortiments différents, il n'obtenait pas nécessairement la même rentabilité. Donc il y a des drives qui étaient rentables, il y a d'autres drives qui n'étaient pas rentables du tout, et donc qu'il était nécessaire de comprendre le lien, enfin de refaire l'assortiment autrement qu'il avait l'habitude de le faire. Et la manière de le faire très souvent était de prendre les marchandises qui se vendaient, les articles qui se vendaient le plus souvent, qui généraient le plus de chiffre d'affaires dans les grands formats de magasins type hypermarché, et de les classifier et de ranker et de prendre tout simplement les 4000 articles les plus vendus dans le référencement du drive. Or, ce n'est pas la manière la plus efficace de faire, parce qu'elle génère une certaine frustration chez le client qui, lui, réfléchit dans une logique de panier. Donc, il va acheter un certain nombre d'articles, effectivement, de première nécessité, donc qui vont générer beaucoup de chiffres dans l'hypermarché, mais il va aussi acheter d'autres articles moins vendus qu'il voudra prendre pour compléter son panier. Donc, nous avons mis en place une méthode qui permettait de refaire le référencement tout en maximisant le chiffre d'affaires, tout en respectant la contrainte d'avoir au moins
d'avoir des paniers complets. Donc on avait différentes contraintes à respecter un nombre restreint d'articles, choisir en priorité les articles qui génèrent le plus de ventes, prioriser en fonction du choix des clients d'un certain type de magasin. Donc il était important de prendre en compte que le client du Drive n'est pas nécessairement le même que celui du hypermarché et du magasin en ville. Il fallait être exhaustif sur la couverture du panier, donc il fallait présenter au client au moins un article par sous-famille, proposer un modèle déclinable localement, donc le référencement il devait être adapté à chaque magasin, que ce soit dans le sud de la France, dans le nord, dans un centre commercial ou autre, à chaque fois on devait avoir le référencement optimisé localement et faire un mode généraliste, ça veut dire de prendre les paniers, mettre tous les paniers au même rang, de ne pas avoir une priorité humaine pour un des paniers. On a donc regardé pour les drives, quels étaient les clients qui avaient déjà acheté dans les drives. Donc on avait trouvé 44 000 clients, 18% de la clientèle, et 311 000 tickets de caisse. Donc on a regardé quels articles ont été achetés par ces clients drive. Ensuite, on a mis en place un algorithme qui bouclait à travers le sous-famille d'achat par panier pour faire en sorte qu'à chaque fois, on prenait dans chaque famille l'article le plus vendu dans la famille et ensuite le second article, etc., afin de couvrir dans un premier temps tout le panier. Ensuite, une fois qu'on avait couvert tout le panier acheté par la clientèle Drive, on passait au deuxième article le plus vendu, et ainsi de suite. Ce qui avait pour effet, l'objectif qu'on a voulu atteindre, c'est-à-dire de couvrir la totalité des sous-familles qui composaient un panier et en même temps optimiser le chiffre d'affaires à travers ce référencement. Donc on a obtenu le résultat suivant. Donc vous voyez ici le début de la liste. Voilà les articles recommandés pour notre référencement. On voit évidemment tous les biens de première nécessité, le pain, le lait écrémé, le yaourt aux fruits, etc., différents types de desserts. Et par contre aussi en fin de liste, que vous voyez ici, d'autres produits qu'il fallait avoir dans l'assortiment, comme certaines confiseries, des légumes, des fruits, bon, pour le coup assez basiques parce qu'on est sur un nombre de références limité. Voilà, donc c'est l'algorithme qui a généré l'assortiment pour chaque magasin de manière optimisée à partir de la connaissance du comportement client. Voilà pour cette démonstration, donc cette étude de cas. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez maintenant. Je vais vous ouvrir les micros. Voilà. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à quitter ce webinaire et avec plaisir pour en parler tous ensemble. Je vous montre ici nos coordonnées, donc vous pouvez nous contacter soit à travers notre site, à travers le formulaire de contact sur notre site vertigo.com, soit directement par email hello@vertigo.com. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre présence et n'hésitez pas s'il y a un besoin qui avoisine ce type de projet, de revenir vers nous. Nous serions ravis d'en parler avec vous. Merci, bonne journée, à très bientôt.